Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulen à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons analyser une déclaration faite par un ministre chinois lors d'un sommet qui s'est tenu de façon virtuelle entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Cette déclaration, elle peut paraître finalement assez triviale, mais comme nous verrons, elle indique un état des relations, une manière aussi de penser en Chine, et le fait qu'elle soit mise en avant comme un moyen finalement d'influence politique, on ne dira pas de pression, mais d'influence politique, comme un moyen de changer la donne géopolitique de la région, est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc on va faire une sorte d'analyse centrée ici, juste cette émission, sur l'analyse de ces quelques mots, quelques phrases que Wang Yi, donc le premier diplomate chinois, le chef de la diplomatie chinoise, a dit lors d'une rencontre donc virtuelle entre le Japon, la Corée du Sud et la Chine, un sommet trilatéral des trois grands pays de l'Asie de l'Est et du Nord, et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant si on comprend évidemment le contexte global. Alors peut-être un tout petit peu de contexte global. On sait que ce sommet trilatéral, il s'est fait en ligne. Alors bien sûr pour des raisons de commodité, mais pas simplement. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Japon, la Corée du Sud et la Chine sont pas exactement sur la même ligne géopolitique, c'est le cas de le dire. Le Japon, depuis longtemps, finalement, a renforcé son alliance avec Washington, notamment bien entendu sur le plan militaire, et cela d'autant plus que la Chine n'a pas cessé finalement ses incursions dans les eaux maritimes japonaises, et récemment le président de la République populaire, le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping, avait déclaré que les îles Ryukyu, donc pas ici simplement les Dohutay, mais les îles Ryukyu, donc étaient en fait devraient revenir à la Chine alors qu'elles sont japonaises depuis un temps assez long et que ça a été fixé par un ensemble de traités. Donc les relations entre la Chine et le Japon sont en fait à un assez bas niveau depuis plusieurs années, du fait que donc il y a cette contestation territoriale entre le Japon et la Chine au niveau de la mer de Chine du Nord, au niveau notamment au premier chef des îles Diaoyutai ou Senkaku, selon donc on dit en chinois ou en japonais, mais la contestation, la réclamation territoriale, l'irrédentisme, si l'on veut, chinois, s'étend même en fait au Ryukyu. Et là, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement sensible du point de vue japonais. Et en parallèle, les relations avec la Corée du Sud, si elles étaient au beau fixe avec la présidence Moon, qui était sur une ligne d'accueil, sur une ligne de dialogue et de confiance avec la Chine, dans l'optique de pouvoir améliorer les relations avec la Corée du Nord. Avec la nouvelle présidence Yoon, cela a changé parce que de fait aussi, donc ça correspond à un vœu populaire, il a été élu au suffrage universel, le nouveau président de la Corée du Sud, et cela est aussi lié au fait qu'il n'y a eu aucun progrès sur la Corée du Nord lors de la politique d'accommodement de l'ancienne présidence Moon, malgré donc sa stratégie d'accommodation, sa stratégie à la fois de complaire à la Chine et de s'opposer aux États-Unis, notamment
pour ce qui est, on s'en rappelle peut-être, l'implantation des missiles en Corée du Sud. Malgré cela, il n'y a eu aucun progrès notable sur la Corée du Nord qui a continué son programme d'enrichissement nucléaire au niveau militaire et son programme balistique. D'envoi de missiles. Donc, aucun progrès. Et donc, depuis la présidence Yoon, la Corée du Sud s'est notablement rapprochée des États-Unis, notablement pris ses distances avec la Chine, et ça lui a été reproché plusieurs fois par la Chine. On a déjà évoqué la dernière fois comment le fait que la Corée du Sud avait évoqué le maintien de la stabilité dans le détroit de Taïwan avait été extrêmement mal perçu par Pékin, qui avait dit que ceux qui se mettaient dans le camp des opposants à la Chine allaient sûrement devoir le regretter. Donc c'est une sorte de menace voilée à la Corée du Sud, et cela avait entraîné le rappel du diplomate chinois en Corée du Sud. On en avait parlé. Donc lors de ce sommet trilatéral entre trois pays qui en fait sont, on dirait pas à couteau tiré, mais sont certes très proches du point de vue des relations économiques, mais aussi très loin du point de vue des tendances géopolitiques, puisque Pékin ne peut que constater avec dépit non seulement le renforcement des liens entre Washington et le Japon qui était le premier promoteur, on s'en rappelle, avec Abe, de la stratégie Indo-Pacifique qui vise avec les États-Unis, l'Inde, l'Australie et donc le Japon à contenir l'extension maritime de la Chine au-delà de la mer de Chine du Sud. Donc le Japon était évidemment dans une position de défensive par rapport à Pékin, mais le véritable problème pour Pékin, c'est que la Corée du Sud semble maintenant de plus en plus se rapprocher du Japon. C'est aussi lié au fait que la Corée du Sud est aussi maintenant un exportateur militaire de premier plan, vers des pays européens notamment. La Corée du Sud a signé un contrat d'armement très important avec la Pologne pour pouvoir l'armer contre la Russie. Donc il y a aussi tout un ensemble de liens militaires qui orientent, on va dire, la Corée du Sud vers une position, on va dire, plus atlantique. Et donc c'est évidemment pour Pékin un problème. Et donc lors de ce sommet virtuel trilatéral, le chef de la diplomatie chinoise a eu ces mots, donc c'est eux qui font donc l'objet de notre podcast, il a dit. Donc c'est des mots extrêmement intéressants, parce que ça traduit toute une idéologie qui est extrêmement ancrée, et quelque chose aussi qu'on veut absolument pas voir, en fait, qu'on préfère ne pas entendre, ne pas percevoir, quand on est du point de vue occidental ou du point de vue des médias européens ou du point de vue simplement français, du point de vue altermondialiste français, où tout ce qui est anti-américain est forcément bon. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant de rappeler certaines idées qui sont en fait des idées de très très long terme, qui parfois refont surface dans la bouche de certains diplomates chinois et qui sont liés à une culture géopolitique extrêmement profonde. Donc voici ce que Wang Yi a dit. Il dit quelle que soit la manière, la blondeur par laquelle vous colorez vos cheveux, quelle que soit la blondeur de vos cheveux que vous avez colorés, quelle que soit la manière dont vous rendez votre nez pointu, vous ne pourrez jamais devenir européen ou américain. Jamais vous ne pourrez devenir occidentaux. Vous devez savoir où sont vos racines. Donc ça, c'est ce que Wang Yi a dit au Japon et à la Corée du Sud, aux représentants donc de la diplomatie du Japon et de la Corée du Sud, en disant que les trois pays, ils doivent prospérer ensemble afin de revitaliser l'Asie de l'Est et de revitaliser l'Asie et donc l'ensemble du monde. Et donc ici, c'est extrêmement intéressant que on utilise cette conception raciale
de la culture, cette conception raciale des liens territoriaux, cette conception raciale de la géopolitique, en disant que finalement, nous, les Chinois, les Japonais, les Coréens, on est tous finalement des jeunes, c'est ce qui est dit, c'est pas moi qui dis, c'est comme ça que le texte est dit. On est tous finalement des Asiatiques, c'est la race, c'est le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, à quoi on ne peut pas échapper. Il y a un déterminisme racial, il y a un déterminisme du sang qui fait que finalement on est tous asiatiques et on ne peut pas être autre chose qu'asiatique. Et si on veut être autre chose qu'asiatique, on se trompe, on fait une erreur. Il n'y a pas de devenir possible. Il n'y a pas de devenir possible. On a juste une essence définie par la race, et on doit revenir à celle-ci pour être nous-mêmes. Et c'est donc ce que la Chine veut rappeler au Japon et à la Corée du Sud. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit c'est là où sont vos racines. C'est-à-dire que les racines sont liées à cette identité, on va dire racialo-linguistique, territoriale, géographique, et aussi évidemment il rappelle finalement à la Corée du Sud et au Japon que finalement leurs racines sont en Asie, mais en fait en Chine. C'est-à-dire que vous devez revenir vers nous-mêmes, vous devez revenir vers la Chine, vous éloigner des États-Unis, car c'est là que sont vos racines. Vos racines sont en Chine, parce que vous êtes tous finalement héritiers de la culture chinoise, et nous sommes tous de la même race asiatique. Si tant est évidemment qu'une telle race existe, mais ce qui est supposé par ce discours-là. C'est donc ça le problème. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça rappelle finalement le discours du Japon impérial, qui, quand il a conquis la Chine et la Corée, disait aussi, nous sommes la race asiatique, et cette race asiatique, vous en faites partie, donc vous devez accepter notre soumission, et parce que ça va permettre le développement de l'Asie. Donc on retrouve exactement le même discours, mais cette fois-ci non pas au service de l'impérialisme nippon, mais de celui chinois. Et donc c'est évidemment un discours qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement problématique, et qui évidemment pas du tout persuasif pour les Coréens et les Japonais, qui disent que eux ils veulent pas forcément devenir européens, devenir occidentaux. Eux ils veulent juste ne pas être dominés par la Chine. Donc la Chine transforme sa domination, son désir de domination ou d'influence géopolitique en un fait géoracial. Voilà. Et donc cette phrase de Wang Yi est finalement extrêmement révélatrice et extrêmement intéressante du point de vue de la géopolitique asiatique. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.